Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'histoire que je vous propose aujourd'hui est un mélange de l'affaire Jean-Claude Roman et de l'affaire Chris Watts. Ce sont deux affaires très célèbres qui ont défrayé la chronique et dans l'affaire d'aujourd'hui, il sera question de meurtre, d'apocalypse, de dette et de Walt Disney. Et petite parenthèse enchantée, mon roman est à présent disponible sur Amazon, c'est un polar qui se déroule en partie en France et en partie dans un autre pays. Je vous demanderai de ne pas spoiler en espace commentaire pour ceux qui l'ont déjà lu. Je vous mets le lien en espace info et dans un commentaire épinglé. Le titre c'est Le murmure des oubliés et le pseudonyme Fatima Méziane. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. I haven't seen the family in weeks. They used to always park right in front of us, so we'd see them every day come in and out with the kids. And the last time I saw them was around Thanksgiving time. I don't know what happened. I want answers, but I don't know if we'll ever get the answers. L'histoire débute dans l'état du Connecticut et plus précisément à Montville, une petite municipalité de 15 000 habitants dans le comté de New London. C'est là qu'est née Megan Denise Goula en janvier 1977. Megan, c'est ce qu'on peut appeler une fille du pays. C'est là qu'elle a grandi dans une famille sans histoire et elle est très appréciée de ceux qui la côtoient. À l'adolescence, c'est une belle jeune fille qui est très douée à l'école. Elle pratique le tennis, le chant et elle est tambour-major dans la fanfare du lycée. C'est le même principe que pour les pom-pom girls, sauf que là, c'est une troupe de musique qui accompagne les matchs de football américains lors des rencontres entre lycées. En 1992, à l'âge de 15 ans, elle rencontre Anthony Todd, Tony comme tout le monde le surnomme. Tony a 17 ans, il est en dernière année de lycée et c'est l'un des garçons les plus populaires de l'école. Il pratique le football forcément et tout le monde l'apprécie. C'est un gentil garçon, contrairement aux clichés qu'on peut d'ailleurs voir dans les téléfilms américains. Vous savez, avec le gars populaire là qui fait la misère aux gothiques et aux geeks. Lui, c'est tout l'inverse. Il est gentil avec tout le monde, il n'aime pas les histoires et s'il peut aider, il le fait. Et c'est sans doute lié à son passé puisque Tony a vécu un épisode particulièrement violent quand il était enfant. Tony est originaire de Ben Salem dans l'état de Pennsylvanie. Et lui, sa mère Loretta et sa petite sœur Chrissy ont emménagé à Colchester dans le Connecticut en 1981 après le divorce de ses parents. Un divorce dans des conditions très particulières. En mars 1980, Tony avait 4 ans et une nuit, alors que son père était absent pour le travail, il a été réveillé par des cris en provenance de la chambre de ses parents. Il s'est levé pour voir ce qu'il se passait et là, il a vu sa mère allongée sur son lit et un homme au-dessus d'elle en train de la frapper. Puis l'homme lui a tiré une balle dans la tête avant de prendre la fuite. Loretta est miraculeusement parvenue à se relever, elle a appelé les secours, elle a été transportée à l'hôpital et elle a pu être sauvée. La balle qu'elle a reçue lui a transpercé l'œil et elle s'est logée à l'arrière du crâne. Au départ, la police a d'abord cru à un cambriolage qui aurait mal tourné parce que les tiroirs de la maison étaient complètement retournés et vidés. Et en menant leur enquête, ils sont remontés à son agresseur, John Shermont. John avait 19 ans, il était atteint de troubles de l'apprentissage et il était toxico. Donc la police a pensé que John a sans doute cambriolé la maison des Todd pour s'acheter de la drogue. Ça semblait coller. Il avait été arrêté et quelques semaines plus tard, il avait avoué qu'il n'avait pas cambriolé la maison des Todd. Non, c'est Robert Todd, le mari de Loretta, qui l'avait recruté pour tuer son épouse. Robert était éducateur spécialisé, c'est l'ancien professeur de John, c'est de cette façon que les deux hommes se sont connus. L'enquête avait révélé que Robert avait 4 maîtresses, dont une étudiante de 17 ans, mais il entretenait une relation plus sérieuse avec une jeune infirmière avec qui il s'était fiancé et à qui il avait promis le mariage. Le problème, c'est qu'il était déjà marié. Et ça entravait tous ses projets. Donc il avait décidé d'éliminer son épouse. Robert a été arrêté en juillet 1980 et il a été condamné à 10 ans de prison en 1981 pour tentative de meurtre et complot criminel. Et au début, Loretta n'y avait pas cru. Pour elle, c'était pas possible que son mari ait engagé quelqu'un pour la faire tuer. Puis elle a fini par y croire. Elle a demandé le divorce et elle a déménagé dans le Connecticut avec ses 2 enfants. Elle s'est ensuite remariée avec un militaire avec lequel elle a eu 2 autres filles et elle a formellement interdit à Robert de reprendre contact avec elle ou avec les enfants quand il sortirait de prison. Ce qu'on peut comprendre. Ça, c'est un événement qui a profondément traumatisé Tony quand il était petit. Il a quand même assisté à la tentative d'assassinat de sa mère, commanditée par son propre père. Il a d'ailleurs bénéficié d'un suivi psychologique pendant plusieurs années parce qu'il faisait régulièrement des cauchemars de cette nuit. Il revoyait sa mère sur son lit, il entendait le bruit du coup de feu encore et toutes ces traces de sang. Et pendant longtemps, il n'a pas compris la raison pour laquelle il n'avait plus le droit de voir son père. Il a mis du temps à faire le lien.
Pour en revenir à la relation entre Meghan et Tony, ils se fréquentent durant le lycée, c'est un beau couple qui s'accorde très bien, et après l'obtention de leur diplôme, ils s'inscrivent tous les deux à l'université Sacred Heart dans le Connecticut. Tony obtient une licence en psychologie et un master en physiothérapie, et Meghan décroche également un master en physiothérapie, en plus d'une certification de professeur de yoga. Ils ont les mêmes aspirations, les mêmes intérêts, ils s'aiment profondément et 8 ans après leur première rencontre, ils se marient. D'après leur entourage, c'est le plus beau couple qu'ils aient connu. Tony est profondément gentil avec Meghan, il est aux petits soins avec elle. Ils ont bien sûr des disputes, comme dans toutes les relations, mais ils transpirent l'amour et l'affection. Sur le plan professionnel, ils sont également en phase, puisqu'ils commencent leur carrière en devenant kinésithérapeutes itinérants. Ça leur offre beaucoup de liberté et de flexibilité, mais rapidement, ils décident d'ouvrir un cabinet ensemble à Colchester, là où ils ont grandi. Meghan est affectée à la pédiatrie et aux maisons de retraite, et Tony, lui, se charge des soins infirmiers à domicile et en ambulatoire à l'hôpital. Et leur cabinet décolle rapidement. Tony est très apprécié par ses patients, il est compétent, disponible et il se montre très arrangeant avec eux. Et idem pour Meghan, c'est la fille du pays, tout le monde lui fait confiance, que ce soit pour les enfants ou pour les personnes âgées. Meghan et Tony sont comblés de bonheur, ils possèdent ce qu'ils ont toujours voulu et à présent il est temps d'agrandir la famille. En septembre 2006, Meghan donne naissance à leur premier enfant, Alexander John. Alec, comme tout le monde le surnomme, c'est un petit garçon brillant, plutôt réservé, qui aime étudier l'anglais et l'histoire. Il a plusieurs hobbies comme le violon, le foot ou le piano et il est doué dans toutes ses activités. Meghan donne ensuite naissance à Tyler John en décembre 2008. Contrairement à Alec, Tyler est plus extraverti, c'est le comique de la fratrie, celui qui aime faire des blagues, mais il est également très soucieux des autres. Il est toujours prêt à venir en aide aux personnes dans le besoin et comme son grand frère, c'est un excellent élève, notamment en mathématiques. Et comme Alec, il joue du piano, mais c'est surtout la guitare qui lui plaît. Et il en joue souvent avec sa mère d'ailleurs. Tyler et Alex sont très proches, ils n'ont que 2 ans d'écart, donc ils passent leur temps ensemble. Ils font du vélo, du skateboard, bref, ils sont inséparables. En juillet 2015, Meghan donne naissance à leur 3e enfant, Zoé Elizabeth. Tout le monde la surnomme princesse Zoé à la maison parce qu'elle ressemble à une petite princesse Disney avec ses cheveux bouclés. C'est la chouchou de la famille, bien évidemment, vu que c'est la petite dernière. Zoé est pleine de vie, elle est pétillante et elle adore danser et chanter. Mais elle a son caractère quand même. Elle ne se laisse pas faire quand quelque chose lui déplaît et elle n'hésite pas à s'interposer entre ses grands frères lorsqu'ils se disputent, même si ça arrive assez rarement en réalité. Meghan fait en sorte de développer la communication entre ses enfants et elle les stimule au maximum pour qu'ils puissent exploiter le plus possible leurs talents et leurs compétences. Elle a elle-même pratiqué plusieurs activités sportives et artistiques quand elle était plus jeune, donc elle veut donner cette même possibilité à ses enfants. Et pour compléter le tableau de cette belle famille, il y a Bridzi, le petit chien dont les enfants sont très proches. Vu de l'extérieur, la famille Todd donne l'impression d'être le foyer américain idéal, qu'on voit souvent dans les films américains d'ailleurs. Tony, c'est un bon père de famille, il est totalement dévoué, il est fier de ses enfants. Meghan, c'est une mère aimante et patiente qui accompagne ses enfants dans toutes leurs activités. Elle est très soucieuse de l'environnement de sa famille, donc elle adopte un mode de vie sain, elle aime jardiner et elle cuisine exclusivement bio avec des produits du jardin. Et ça ressort à travers les photos de famille que les Todd sont heureux. Ils voyagent, ils font tout un tas d'activités, les enfants sont brillants à l'école. La seule ombre au tableau, ce sont les problèmes de santé de Meghan. Elle a attrapé la maladie de Lyme 4 ans avant la naissance de sa fille et depuis elle a très souvent des rechutes qui lui bouffent le quotidien. La maladie de Lyme, pour ceux qui comme moi ne savaient pas ce que c'était, c'est une maladie infectieuse transmise à l'être humain par piqûre de tiques infectées. C'est surtout présent en Europe et aux États-Unis si je vous dis pas de bêtises. En gros, une tique infectée vous pique et les symptômes précoces, c'est-à-dire au moment de l'infection, ce sont la fièvre, des éruptions cutanées, des frissons, de la fatigue, des ganglions lymphatiques enflés et des douleurs musculaires et articulaires. Si l'infection n'est pas rapidement diagnostiquée et traitée, vous devenez porteur de ce qu'on appelle la maladie de Lyme. À ce moment-là, toutes les petites bactéries migrent dans votre corps et là, c'est la catastrophe. Bon, je simplifie au maximum. Je ne sais pas précisément combien de temps ça dure parce que sur Internet, d'un article à l'autre, c'est pas très clair, mais vous avez régulièrement des rechutes. Ça se traduit par des douleurs dans tout le corps, des plaques, des maux de tête intenses, une fatigue extrême. Bref, vous êtes au bout de votre vie et c'est très handicapant pour la personne qui en souffre et a priori, il n'y a pas de remède. Meghan aura attrapé cette maladie en mars 2011 alors que la famille faisait une sortie à Disney World. Ça n'a pas été diagnostiqué à temps et après ça, son état de santé n'a pas cessé de se détériorer. Elle a perdu beaucoup de poids, elle est très souvent fatiguée et elle a même subi 2 fausses couches. Et tous les traitements et médicaments qui lui ont été prescrits pour soulager les symptômes n'ont jamais fonctionné. Elle a alors fait ce qu'on est nombreux à avoir fait quand un traitement ne fonctionne pas, quand on a une maladie chronique ou une maladie immunitaire.
Elle s'est renseignée sur Internet et elle a fini par se tourner vers les médecines traditionnelles orientales et vers les pratiques holistiques. Le but, c'était bien évidemment de trouver une solution. Alors, c'est pas quelque chose qu'elle connaissait à la base, mais en voyant les témoignages sur Internet, elle a pensé que ça pouvait l'aider. Et apparemment, Tony n'a pas apprécié. Alors, Tony soutient son épouse. Il veut qu'elle aille mieux, forcément. Il lui prodigue même des soins de kinésithérapie quand elle a mal, mais dans la mesure où c'est un fervent catholique, il considère que les pratiques holistiques sont incompatibles avec leur foi. Megan, de son côté, est également catholique, mais elle veut juste trouver une solution pour soulager ses douleurs. Elle a très mal vécu sa dernière fausse couche, ça l'a même plongée dans une mini-dépression, donc pourquoi ne pas tester la médecine chinoise et l'holisme? Mais les années qui suivent, il n'y a aucune amélioration des symptômes ou de son état de santé. Et c'est dans ce contexte que Megan et Tony décident de quitter le Connecticut. En 2017, la famille s'installe dans une belle maison de Célébration en Floride. Célébration, c'est situé à côté du parc d'attractions Walt Disney et cette ville a d'ailleurs été créée par l'entreprise Walt Disney en 1984 dans le but de recréer une sorte de parc à thème. Mais si j'ai bien compris, le projet a ensuite été abandonné et les villas ont été mises en vente au grand public. Tony et Megan louent leur maison 5 000 $ par mois. C'est très cher, mais c'est pour permettre à Megan d'aller mieux, puisqu'apparemment le climat en Floride est plus favorable à sa santé. Et en plus de la maison qu'ils louent, ils achètent un appartement dans une copropriété à 1 km de la maison. C'est un bien qu'ils prévoient soit de louer pour s'assurer une rentrée d'argent supplémentaire, soit de mettre à disposition de leur famille quand elles viendront leur rendre visite. C'est un énorme investissement pour la famille Todd, vous vous doutez bien, mais a priori, Tony et Megan peuvent se le permettre grâce au cabinet médical de la famille qu'ils ont gardé dans le Connecticut. Et les enfants vivent plutôt bien le déménagement. C'est vrai que c'est un énorme dépaysement, ils passent du Connecticut à la Floride, mais il fait beau, il y a beaucoup plus d'activités artistiques et récréatives, et franchement, quel enfant n'aimerait pas vivre à côté de Disney, dans une ville Disney? C'est féerique, les maisons sont toutes jolies, ça donne vraiment envie d'y vivre. Moi-même, j'ai envie d'y vivre. Toujours est-il que dès leur arrivée en Floride, Megan cesse de travailler pour s'occuper de ses enfants à temps plein. Et comme je vous l'ai dit, Tony a gardé le cabinet de kinésithérapie dans le Connecticut. Il y travaille toute la semaine et le week-end, il rejoint en avion sa femme et ses enfants en Floride. Et ça semble lui convenir. Et très vite, toute la famille prend ses marques. Tout se passe comme dans le meilleur des mondes, dans la ville de Walt Disney. Jusqu'à cette visite qui va faire basculer la petite vie tranquille des Todd. Le 21 novembre 2019, des agents du FBI se présentent au cabinet de Tony à Colchester et ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés du département de la santé et des services sociaux. Le but de leur visite, ils doivent perquisitionner le cabinet de Tony puisqu'il est soupçonné de fraude aux services de santé et détournement de fonds. Le FBI explique à Tony qu'il fait l'objet d'une enquête très poussée depuis avril 2019 puisque ses dossiers de soins révèlent des facturations suspectes et anormalement élevées. Plusieurs dizaines de milliers de $. Là, vous vous demandez certainement pourquoi le FBI. En fait, certains des patients de Tony bénéficient du Medicaid. C'est un programme d'aide du gouvernement fédéral et des États et c'est destiné à couvrir les frais médicaux des personnes les plus pauvres. Et je sais qu'il y a un équivalent en France, mais je ne me rappelle absolument pas le nom. Bon, c'est pas la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale, c'est pour tout le monde, mais il y a un autre truc pour les personnes très pauvres ou qui ne sont pas régularisées. Et je ne sais plus quel est le nom, je crois qu'il y a un M dedans. Bon, je le mettrai si j'ai trouvé, puis si vous ne voyez rien noter, c'est que j'ai oublié de le noter, auquel cas, mettez-le dans l'espace commentaire, comme ça au moins je saurai ce que c'est. Bref, dans la mesure où le Medicaid, c'est un programme d'aide du gouvernement fédéral et des États, s'il y a une suspicion de fraude, forcément le FBI est placé sur l'enquête. Donc ça, c'était pour répondre à la petite question de pourquoi le FBI. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'enquête, donc au mois d'avril, des agents du FBI surveillaient le cabinet de Tony et ils ont relevé plusieurs événements assez troublants, voire loufoques. Pour vous donner un exemple, un jour, ils ont surveillé le cabinet toute la journée, aucun patient ne s'est présenté et pourtant Tony a facturé 36 heures de prestations. 36 heures de prestations sur une journée qui n'en compte que 24. C'est à partir de là que le FBI a compris qu'il y avait effectivement fraude, puisque jusque-là, il n'y avait que suspicion de fraude. Et en fouillant ces dossiers et les prestations remboursées par Medicaid, ils ont grillé toutes les autres fraudes. Tony facturait par exemple une mère de famille pour des soins identiques sur ses 2 fils, alors que les 2 enfants n'avaient pas du tout le même suivi. Plus de 150 rendez-vous pour chacun des enfants ont été facturés aux assurances maladie pour des prestations qui n'ont jamais eu lieu. Et c'est sûr et certain qu'il ne s'agit pas d'une erreur de comptabilité, puisqu'après le départ de Megan, qui s'occupait des enfants, si vous vous souvenez bien, cette mère de famille a changé de cabinet et elle a demandé à Tony de lui transmettre les dossiers de ses fils pour les remettre au nouveau kinésithérapeute pédiatrique. Et elle a dû attendre 4 mois avant qu'il les lui envoie.
Tony savait pertinemment que le nouveau kiné verrait la fraude. Et comme si tout ça c'était pas suffisant, les agents du FBI ont découvert que Tony n'avait pas renouvelé sa licence de kinésithérapeute en 2019 alors qu'elle avait expiré. Il exerçait sans licence. Tony est interrogé par les agents du FBI à son cabinet ce jour-là et il reconnaît les faits. Mais il a une bonne excuse. Il raconte qu'il doit rembourser des prêts revolving qui l'ont ruiné. Je pense que vous savez ce que c'est, des prêts revolving. C'est des crédits à court terme avec des taux d'intérêt très élevés, du type Sofinco, là, ou ce genre de merde. Tony explique qu'il a dû emprunter 200 000 $ auprès de 20 organismes commerciaux différents pour faire face à toutes ses charges. Financer son entreprise, honorer les traites de son appartement en Floride et le loyer de sa maison à Célébration. Mais il n'y arrive plus, il vit clairement au-dessus de ses moyens et il tient malgré tout à préciser que Meghan n'est absolument pas impliquée dans la fraude. Personne n'est au courant de ce qu'il a fait a priori. Les agents du FBI prennent note des explications de Tony et lui demandent de prendre un avocat et de les recontacter pour fixer un rendez-vous à leur bureau pour le début du mois de décembre pour les suites de l'enquête. Pas de souci, Tony leur dit qu'il doit retourner en Floride avant, mais il les rappellera pour confirmer le rendez-vous avec eux. Les jours passent et le FBI n'a plus de nouvelles de lui. Et il ne se rend plus à son cabinet dans le Connecticut. Les employés ne comprennent pas ce qu'il se passe. Tony ne les prévient pas, ils sont obligés d'annuler les rendez-vous des patients en attendant qu'il les recontacte. Mais après quelques jours, il décide finalement de quitter le cabinet le temps que Tony revienne. Une semaine après, à la veille des vacances de Thanksgiving, Tony retourne dans le Connecticut et il ferme son cabinet de kinésithérapie en indiquant sur un écriteau de la porte que le cabinet ouvrira le 1er janvier. Mais les jours qui suivent, le FBI n'a toujours aucune nouvelle de Tony. Et idem pour les employés et les patients qui découvrent le panneau qui les informe de la fermeture du cabinet. Et ce ne sont pas les seuls à ne plus avoir de nouvelles de Tony et de sa femme et ses enfants. Les proches de Tony n'ont plus de nouvelles eux aussi. Sa sœur Chrissy tente de le joindre à plusieurs reprises pour Thanksgiving, elle tente même d'appeler Meghan, mais Tony lui envoie un SMS où il lui dit que toute la famille est malade et que c'est pas la peine de les appeler parce qu'ils ne peuvent pas parler au téléphone. Chrissy habite dans le Connecticut, elle est assez proche de son frère, donc elle ne se pose pas de questions. Mais les semaines qui suivent, toujours aucune nouvelle de la famille Todd, si ce n'est par SMS. Meghan est très proche de sa tante Cindy, c'est même la marraine de ses enfants, et les deux femmes s'appellent régulièrement. Pour Noël, Cindy envoie un message à Meghan pour savoir comment elle et les enfants se portent, et là, Meghan l'informe que toute la famille part passer quelques jours de vacances à Sainte-Augustine, dans le nord de la Floride, et elle précise à sa tante qu'ils n'emmènent pas leur téléphone avec eux, donc il est inutile de les contacter. Mais le jour même, Cindy reçoit un message de Tony qui l'informe qu'ils sont bien arrivés à Sainte-Augustine, mais que Meghan a perdu son téléphone. Donc là encore, inutile de tenter de la joindre. Les jours passent et après Noël, les familles de Tony et Meghan commencent à s'inquiéter. Ils ne parviennent pas à les avoir au téléphone et personne ne leur a souhaité de joyeuses fêtes. Et ça, c'est pas normal, ils le font tous les ans, c'est une tradition chez eux. Chrissy, la sœur de Tony, est de plus en plus inquiète. Elle ne peut pas se rendre en Floride, et dans la mesure où elle ne connaît personne en Floride qui puisse se rendre chez son frère, le 29 décembre 2019, elle contacte les services de police d'Osceola, en Floride. Elle leur explique que son frère et sa famille ont la grippe depuis 2 semaines au moins, mais qu'elle n'arrive pas à les joindre pour prendre de leurs nouvelles et s'assurer que tout va bien chez eux. Elle demande à l'agent qu'elle a au téléphone s'il est possible que des policiers se rendent au domicile des Todd pour vérifier que tout va bien. Les agents se rendent sur place, mais il ne semble y avoir personne dans la maison. La porte est verrouillée, les volets sont fermés et il n'y a pas de voiture garée dans l'allée du domicile. Cela dit, il n'y a rien de suspect. Les agents pensent que les Todd se sont peut-être absentés pour faire des courses ou ils peuvent très bien être partis en vacances. Après tout, c'est la période. Ils laissent malgré tout une carte de visite sur laquelle ils demandent à Tony de les joindre dès que possible et de prévenir sa sœur. Et ils repartent. Mais les jours passent et toujours aucune nouvelle de la famille Todd. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, un groupe d'alerte est créé par les familles de Tony et Meghan afin d'alerter sur leur disparition. Malheureusement, ça ne donne rien. Le 10 janvier 2020, Chrissy rappelle la police d'Osceola. Elle précise qu'elle a déjà appelé le 29 décembre, mais qu'elle n'a toujours pas eu de nouvelles de son frère. Elle est terriblement inquiète. Mais cette fois, elle fournit une information importante à l'agent de police. Elle lui indique que son frère fait l'objet d'une investigation de la part du FBI. Il le lui avait confié quelques mois plus tôt. Et Chrissy est très inquiète parce que Tony risque une très grosse amende s'il ne recontacte pas le FBI. Mais ce n'est pas tout. Elle ajoute que Meghan aurait récemment parlé à des membres de la famille de la fin du monde. Elle devait se produire apparemment le 28 décembre par rapport au calendrier ésotérique et à l'hindouisme.
Donc Chrissy pense qu'il y a lieu de s'inquiéter avec tout ça. Et la sœur de Tony n'est pas la seule à contacter la police au sujet des Todd. Il y a également leur propriétaire. Elle n'a pas reçu le loyer du mois. Elle s'apprête à laisser un avis d'expulsion sur la porte de la maison, mais elle explique aux agents de police qu'elle s'inquiète. C'est pas dans les habitudes des Todd de ne pas payer leur loyer. Et s'il leur était en fait arrivé quelque chose? Les agents du FBI qui enquêtent sur Tony, vous savez, pour cette histoire de fraude, appellent également le commissariat de police afin de localiser Tony. Et c'est là qu'on leur apprend que la sœur de Tony a appelé à plusieurs reprises pour leur signaler sa disparition. Le 13 janvier 2020, le FBI se rend chez Tony avec un mandat d'arrêt. Leur but, c'est bien sûr de l'arrêter, mais également de comprendre pourquoi plus personne n'a de nouvelles de la famille depuis aussi longtemps. Et lorsque le FBI et les agents de police arrivent sur place, qui voit-il installé sur le porche de sa maison? Tony. Mais dès qu'il voit arriver les forces de l'ordre, il s'enfuit chez lui. Les agents de police frappent à la porte à plusieurs reprises, aucune réponse. Mais la porte n'est pas verrouillée, donc ils entrent. La maison est plongée dans le noir, mais Tony les attend en haut de l'escalier qui mène au premier étage. Et il a l'air complètement confus. Il est désorienté, mais il descend pour les accueillir comme s'il n'avait pas pris la fuite quelques minutes plus tôt. Là, les agents lui demandent où se trouvent son épouse et ses enfants, et Tony leur répond que les enfants sont chez des amis depuis la veille pour une pyjama party, et que Megan se trouve à l'étage où elle se repose. Les policiers montent au premier étage pour parler à Megan, la porte est à moitié ouverte, et quand ils pénètrent à l'intérieur, ils sont assaillis par une odeur nauséabonde. Et c'est l'horreur. 4 corps recouverts de draps et de couvertures gisent sur le lit et des matelas posés au sol. Et vous l'aurez deviné, ce sont les corps de Megan et des 3 enfants. Megan est sur le lit, la petite Zoé 4 ans est au pied du lit et Alexander 13 ans et Tyler 11 ans sont alignés au sol. L'état de décomposition de leur corps indique que leur mort remonte à plusieurs semaines. Et pour ceux qui se posent la question, le petit chien Brady est également retrouvé mort dans son panier. Tony est aussitôt conduit à l'hôpital pour être examiné puisqu'il a vraiment l'air désorienté mais il ne présente rien de grave. Il semble simplement en état de choc. Et lorsqu'il est interrogé à l'hôpital, il passe aux aveux. C'est bien lui qui a tué sa famille. 2 jours plus tard, il est conduit au commissariat pour être réinterrogé. L'interrogatoire est très long et Tony reconnaît une nouvelle fois qu'il a tué sa femme et ses enfants. Mais, parce que décidément on a l'habitude sur cette chaîne, ce n'est pas ce qu'on croit. Il va bien sûr tout nous expliquer. My wife has started. She began watching these videos talking about the afterlife. We started researching, and then we started finding more about the world is coming to the end, the apocalyptic end, to avoid this, to all go together. Die together? Die together, that's correct. Because my wife's been chronically ill for a while, this really appealed to her, maybe a salvation and everlasting life. Tony raconte que quelques mois plus tôt, Megan lui a fait découvrir le bouddhisme et l'hindouisme. Elle s'y intéressait depuis quelques années déjà par rapport à ses problèmes de santé et elle voulait partager avec lui ce qu'elle avait appris sur la réincarnation et sur la vie dans l'au-delà. Megan montre alors à Tony des vidéos qui parlent de la réincarnation, de l'apocalypse. Ils font de multiples recherches ensemble sur Internet et d'après Tony, sa femme finit par le convaincre que la fin du monde est proche, imminente même. Et pour éviter que leur famille soit séparée, ils doivent mettre un terme à leur vie ensemble. Et en plus, ça mettra fin à toutes les souffrances que Megan endure à cause de sa maladie, d'une pierre deux coups. Toujours d'après Tony, lui et Megan ont discuté avec leurs enfants pour savoir ce qu'ils pensaient de la mort et comment ils se sentiraient si leurs parents mouraient. Et les 3 enfants auraient répondu qu'ils ne souhaitaient pas survivre à leurs parents si ça devait arriver. Tony et Megan ne pouvaient pas laisser leurs enfants seuls sans eux. Ce serait cruel. Donc leur décision a été prise. Ils partiraient avec leurs enfants. Tony explique que le 20 décembre, lui et Megan ont donné du Benadryl à leurs enfants pour les endormir plus rapidement. Le Benadryl, c'est un antihistaminique qui agit comme un somnifère quand il est donné à forte dose. Puis à 23h30, lui et Megan ont décidé de mettre leur plan à exécution. À ce moment-là, les enfants étaient endormis, Zoé et Alec dans leur chambre à l'étage et Tyler dans le canapé de la bibliothèque au rez-de-chaussée. Tony affirme qu'il a tué ses 3 enfants en les poignardant et il ne pouvait pas se débattre à cause du Benadryl justement. Et même s'il admet que c'est bien lui qui a tué ses enfants, il dit que sa femme était présente et qu'elle était parfaitement d'accord avec ce plan. C'était même elle l'instigatrice. Alors, concernant la cause de la mort des enfants, ça a été assez compliqué à déterminer puisque les corps étaient dans un état de décomposition très avancé. Cela dit, le médecin légiste a retrouvé des lésions qui correspondent à des coups de couteau au niveau de l'estomac des enfants et de Megan. 4 sur Alec, 1 sur Tyler et 2 sur Megan, dont un post-mortem d'après un article que j'ai lu. Pour Zoé, son corps était beaucoup trop détérioré pour savoir si elle a elle aussi reçu des coups de couteau et le médecin légiste a
également procédé à une analyse toxicologique sur les cheveux et on a effectivement retrouvé de fortes doses de Benadryl dans les 4 corps. Donc sur cette partie, Tony n'a pas menti, les enfants ont d'abord été endormis avec l'antihistaminique. Et dans la mesure où les corps étaient très abîmés, on ne sait pas précisément de quoi ils sont morts. Le médecin légiste a également parlé d'étouffement, donc peut-être que les enfants ont été poignardés puis étouffés pendant qu'ils agonisaient. Pour en revenir à la version de Tony, il raconte qu'une fois qu'il a tué ses enfants, lui et sa femme ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur lequel des deux devait se tuer en premier. Et pendant que Megan réfléchissait, Tony a tué le chien. Il l'a étouffé. Ils sont ensuite remontés dans leur chambre à coucher et là Megan lui a dit qu'elle voulait mourir avant lui et qu'il devait rester encore un jour ou deux en vie pour s'assurer que tout était en ordre avant de se suicider. Ce qu'il a accepté. Elle lui a demandé du Benadryl, elle en a ingurgité. Comme le produit ne faisait pas effet assez rapidement, elle a pris un couteau et elle s'est poignardée à côté du foie. Mais ça ne l'a pas tué. Elle a donc demandé à Tony de l'étouffer avec un oreiller, ce qu'il a accepté de faire. Parce qu'elle le lui a demandé, n'est-ce pas ? Tony explique que lorsque sa femme est morte, il a tenté de mettre fin à ses jours pour rejoindre sa famille comme c'était prévu. Il dit qu'il a essayé au moins 10 fois, mais ça n'a pas marché. Il a tenté de se pendre, il a pris du Benadryl, il a essayé de se sectionner une artère avec un rasoir, il a tenté de se poignarder, de se tirer une balle dans le cœur, rien à faire. Increvable. Il dit même qu'il a commandé sur internet des pilules d'arsenic spécial suicide, mais à chaque fois elles ont été interceptées par la douane. Décidément. Bon, autant vous dire que pour les enquêteurs, ça ne tient absolument pas la route. Donc quoi ? Il dit qu'il a réussi à tuer toute sa famille sans aucune difficulté, mais au moment de se tuer, lui, rien ne marche. Tony finit par avouer qu'il s'est en fait dégonflé. Il n'a jamais essayé de se tuer. Il raconte que quand sa femme est morte, il a réuni tous les corps dans la chambre parentale en les enroulant dans des couettes et en positionnant autour d'eux des objets familiers auxquels il tenait, notamment des rosaires. Et ça me fait beaucoup penser à l'affaire du pont de Ligonnès, si je vous dis pas de bêtises, mais de mémoire, je crois qu'il avait fait la même chose. Bref, Tony dit qu'il est resté près de 3 semaines dans la maison avec les corps en décomposition et pour ne pas attirer l'attention des voisins, il a continué à relever le courrier et c'est bien sûr lui qui a envoyé des messages à la famille de Megan depuis le téléphone portable de sa femme. Tony dit qu'il a vécu au jour le jour en espérant trouver le courage de se tuer, mais il n'y est pas parvenu. Voilà pour la version de Tony, une version qui ne convainc pas du tout les enquêteurs. Megan aurait pété un câble et elle a voulu fumer ses enfants parce qu'elle s'intéressait à Bouddha et à l'holistique et les enfants auraient accepté de mourir pour suivre leurs parents dans l'au-delà et comme par hasard, Tony est le seul survivant, comme par hasard. Et puis si leur plan était aussi réfléchi comme l'affirme Tony, pourquoi ne pas s'être mieux organisé ? Qui décide de suicider avec de l'antihistaminique ? Et pourquoi pas avec du Spasfon tant qu'on y est ? Pour les enquêteurs, c'est absolument pas crédible, d'autant qu'au mois de novembre, Megan avait prévenu sa famille qu'elle viendrait leur rendre visite aux alentours de Noël avec les enfants. Pourquoi est-ce qu'elle aurait averti sa famille de sa venue alors qu'elle savait pertinemment qu'elle comptait mettre fin à ses jours et à ceux de ses enfants ? Ce que ça donne l'impression, tout ça, c'est que Tony nous a fait une Jean-Claude Roman. Il était acculé par les dettes, le FBI était sur son dos, il ne voulait sans doute pas affronter le regard de sa famille et la déception de Megan surtout, donc il a planifié l'assassinat des membres de sa famille. Pour les enquêteurs, il a d'abord endormi ses enfants et sa femme avec le Benadryl, puis il les a poignardés et étouffés pendant leur sommeil. Et ce que l'on pense concernant Alex, c'est qu'il était sans doute réveillé quand son père est passé à l'acte, il a sans doute tenté de se défendre, ce qui expliquerait les 4 coups de couteau qu'il a reçus. Au terme de son interrogatoire, Tony Todd est inculpé pour 4 meurtres au premier degré, c'est-à-dire assassinat et pour cruauté envers un animal, pour le petit Brizzy. Il est incarcéré en attendant l'ouverture de son procès, mais en juin 2020, coup de théâtre. Tony envoie une lettre à son père Robert, avec qui il a repris contact depuis quelques années, et il a une nouvelle version à présent. Bon, pour vous expliquer un petit peu le contexte, la raison pour laquelle ils ont repris contact, en gros, en 2009 ou en 2010, Tony a retrouvé son père sur Facebook, il était sorti de prison entre-temps, il avait refait sa vie, et Tony et lui ont repris contact, il s'est même rendu chez Robert avec Megan et leurs 2 fils, avant la naissance donc de la petite Zoé, et Tony n'en avait pas parlé à sa mère et ses sœurs. On pense que Tony voulait sans doute pardonner le geste de son père et voir s'il était possible de recréer une relation avec lui, mais après quelques rencontres, il a finalement décidé qu'il ne voulait plus le revoir, ça ravivait son traumatisme. Rappelez-vous qu'il a quand même été témoin de la tentative d'assassinat de sa mère. Il a donc coupé les ponts avec lui, mais en juin 2020, donc après son incarcération, il a envoyé à Robert un long courrier de 27 pages dans lequel il change complètement de version par rapport aux aveux qu'il a fait aux policiers. Ce n'est pas lui qui a tué sa femme et ses enfants.
Non, ils n'étaient même pas là quand c'est arrivé. C'est Megan qui a tué leurs enfants. Dans cette lettre, Tony raconte que sa femme était complètement dépressive à cause entre autres du décès de son père en 2002 et de ses problèmes de santé. Elle avait eu de nombreux épisodes dépressifs par le passé. Elle était tout le temps fatiguée et elle voulait en finir avec la vie. Tony écrit que son mariage était une épreuve pour lui. Il devait jongler entre le travail, les enfants, les problèmes de Megan et les problèmes d'argent. Mais il y arrivait parce que c'est un homme bien. Venons-en au jour du drame à présent. Tony écrit que ce jour-là, il est parti de chez lui en fin de journée parce qu'il devait se rendre dans leur deuxième logement à Célébration. Il voulait y faire quelques travaux de maintenance et récupérer un bijou que Zoé avait égaré. Quand il est parti, tout le monde allait bien et Megan semblait en forme, contrairement à d'habitude d'ailleurs. Il s'est rendu dans leur deuxième maison, mais en remontant dans son van, il écrit qu'il s'est endormi. Et quand il a rouvert les yeux, on était déjà au petit matin. Il dit qu'il a repris la route pour retourner chez lui et lorsqu'il est rentré, la maison était complètement silencieuse. Et dans la cuisine, il y avait une tarte que Megan avait préparée et elle était entamée. Tommy n'y avait pas touché la veille parce qu'il a du diabète. Mais a priori, les enfants en avaient mangé une part. Et d'après lui, Megan y avait mis du Benadryl. Tony explique qu'il a appelé sa femme et ses enfants dans la maison, mais seule Megan lui a répondu. Elle était au premier étage et elle pleurait. Il lui a demandé ce qu'il se passait et là, elle lui a raconté un rêve étrange qu'elle avait fait. L'apocalypse était proche. Elle avait dû agir pour sauver leurs enfants. Elle les avait poignardés et étouffés après les avoir endormis avec le Benadryl. Puis elle avait disposé les corps dans leur chambre. Tony écrit qu'il a failli vomir quand il a vu les corps des enfants. Il était complètement sonné, il ne savait pas quoi faire. C'est vrai que sa femme était dans un délire holistique depuis quelques années, mais il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle tuerait leurs enfants. Megan semblait ailleurs, elle était calme, mais elle répétait que la fin du monde était proche et qu'elle devait sauver leur âme. Elle a ensuite pris un couteau et elle s'est poignardée. Puis elle a demandé à Tony de l'étouffer pour l'aider à mourir, mais il n'a pas voulu. Et elle est morte. Et s'il n'a pas appelé les secours, c'est tout simplement parce que Megan avait dissimulé tous les téléphones portables. Bon, eh bien, a priori, d'après cette lettre, Tony n'est qu'une victime dans toute cette histoire. Il n'a même pas pu empêcher la mort de ses enfants. Et il s'en veut terriblement. Et comme vous pouvez vous en douter, la lettre est rendue publique par les médias qui ont pu l'obtenir grâce au centre pénitentiaire. C'était prévisible, hein. Mais pour le bureau du procureur, cette histoire ne tient pas non plus la route. Au mois de décembre, donc 6 mois plus tard, Tony répète cette version à sa sœur Chrissy, avec laquelle il parle au téléphone depuis la prison, et il charge encore plus Megan. C'était pas seulement une femme dépressive, c'était une mauvaise mère et une mauvaise épouse. Lui n'est qu'une victime dans toute cette histoire. I want you to know a couple things. That I absolutely loved, honored, and obeyed Megan through everything. Because a lot of things will come out. You should talk about it right now. Realize that, okay? I miss you guys tremendously. I miss Megan and the kids. I can't believe she did this. Bon, là, Tony essaie sans doute de nous faire une Chris Watts, hein. C'est une célèbre affaire américaine qui s'est déroulée quelques mois plus tôt dans le Colorado et qu'on a beaucoup comparé d'ailleurs à l'affaire Todd parce qu'il y a pas mal de similitudes. Comme Chris, Tony rejette la responsabilité de la mort de ses enfants sur sa femme. Alors oui, on peut se dire que c'est possible, des mères qui tuent leurs enfants, ça existe. Il y a pas mal d'exemples sur ma chaîne d'ailleurs, mais dans cette situation, toutes les preuves ont démontré que ça ne s'est pas passé comme Tony le clame. Si vraiment il avait découvert les corps en rentrant chez lui comme il le prétend, il aurait appelé la police, les urgences, il aurait prévenu ses voisins, il n'aurait pas conservé avec lui les corps en pleine décomposition pendant plusieurs semaines, et il n'aurait pas envoyé des SMS à la famille de Megan pour faire croire qu'ils étaient en vacances. Mais malgré ça, il continue de clamer son innocence. Le procès d'Anthony Todd s'ouvre en avril 2022 au tribunal de Kissimmee en Floride. 2 ans se sont écoulés, durant lesquels il a eu le temps de peaufiner sa version des faits et sa ligne de défense. Et il apparaît complètement métamorphosé physiquement, il a maigri et il est plutôt propre sur lui. Et bien évidemment les gars, il plaide non coupable, hein. Et mieux encore, il n'a plus aucun souvenir des aveux qu'il a fait lors de son interrogatoire. C'est le blackout total. La vidéo de son interrogatoire est bien sûr diffusée au tribunal, hein, puisque Tony ne se rappelle plus de rien. Mais il affirme qu'à cette époque, il n'était pas dans son état normal. Il était drogué au Benadryl, donc ses aveux... Et comme il l'a fait dans la lettre qu'il avait écrite à son père, il charge Megan. C'est elle qui a tué leurs enfants avant de mettre fin à ses jours. Mais dans ce cas, si vraiment on veut croire à son histoire, mettons qu'on veuille y croire. Allez, ok, on se dit why not ? Pourquoi est-ce qu'il a avoué quand il a été arrêté ? Il n'a pas avoué qu'une fois, non. Il est passé aux aveux à 3 ou 4 reprises, avec beaucoup de détails en plus. Eh bien, la réponse est simple, les gars. D'après Tony, s'il s'est accusé, c'était pour protéger son épouse, ou plutôt la mémoire de son épouse. My wife
died in front of me also. Did you kill your family? No. Il se sent coupable de la mort de ses enfants, mais seulement parce qu'il n'a pas pu empêcher sa femme de les tuer. C'était un bon mari, un excellent père qui devait faire face aux humeurs et à la folie de son épouse. Bon, c'est vrai que Tony est très narcissique, il parle beaucoup de lui, de ses qualités, de tout ce qu'il a accompli dans sa vie, et ce côté de sa personnalité ressort durant les audiences, mais il ne convainc personne. Après 6 jours d'audience, le jury rend son verdict. Tony est reconnu coupable des 4 meurtres avec préméditation de son épouse et de ses 3 enfants et de cruauté envers un animal pour le petit Bridzi. Avant de prononcer la sentence, le juge qui préside, Keith Karsten, s'adresse à Tony et lui dit « Monsieur Todd, le jury a décidé que vous étiez un destructeur de monde. Vous avez détruit le monde de Megan, vous avez détruit le monde d'Alec, de Tyler et de Zoé. Vous êtes condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres de votre femme et de vos 3 enfants, peines qui seront purgées consécutivement. » Vous l'avez compris, Tony est condamné à 4 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est également condamné à 1 an de prison pour la mort de Bridzi, le petit chien de la famille. Alors, concernant le mobile, c'est encore assez flou, puisque dans la mesure où Tony nie avoir tué sa femme et ses enfants, on ne connaît pas le mobile, il n'a pas expliqué son geste. Donc à ce stade, on ne peut que spéculer, il y a 2 hypothèses qui reviennent le plus souvent, et je vais vous les donner. La première hypothèse, c'est bien sûr l'endettement de la famille. Tony était acculé, il allait être poursuivi par les autorités pour fraude, il perdrait certainement son cabinet, ses maisons, et peut-être même qu'il ira en prison. Il avait sans doute peur que sa famille le considère comme un loser qui n'a pas su protéger sa femme et ses enfants. Et peut-être que son passé traumatique a joué dans son passage à l'acte. Son propre père a tenté de tuer sa mère quand il était petit. Est-ce qu'il ne craignait pas d'être assimilé à lui une fois arrêté et condamné pour fraude? Bon, on n'est pas psychologue, mais on peut quand même se demander si ça n'a pas impacté sa vision de la situation. La deuxième hypothèse concerne Megan et ses nouvelles croyances. Tony est un fervent catholique, en tout cas c'est ce qu'il a toujours déclaré. Il n'a peut-être pas supporté de voir sa femme se détacher de leur foi. Et ce qui était cette hypothèse, ce sont les déclarations de Cindy, la tante de Megan. D'après elle, même si Tony a toujours affirmé qu'il respectait le fait que sa femme s'intéresse à de nouvelles pratiques religieuses, eh bien ce n'était pas vrai. D'après elle, Tony était très contrôlant avec Megan. Il avait par exemple l'habitude de l'appeler dès qu'elle n'était pas avec lui pour savoir où elle était et ce qu'elle faisait. Il veillait au grain. Donc peut-être que Tony n'a pas supporté que sa femme lui échappe et qu'elle choisisse son propre chemin spirituel. Bon, je vous ai dit qu'il y avait 2 hypothèses, mais il y en a également une troisième qui a été reprise. C'est que Tony, ce serait un psychopathe sans affect qui a agi par narcissisme. Quand le FBI a débarqué à son cabinet et que Tony a su qu'il allait être poursuivi pour fraude, il n'a pas supporté l'idée qu'on puisse remettre en doute sa supériorité. Il a toujours excellé à l'école, il a eu son diplôme avec facilité, il a ensuite ouvert un cabinet, il avait beaucoup de clients, il était reconnu dans la ville, il a ensuite acheté une belle maison. C'était le tableau parfait du successman, avec une belle femme, 3 beaux enfants et un joli petit chien. Peut-être que son orgueil en a pris un coup quand il s'est rendu compte que le FBI allait le poursuivre. Comment expliquer à son entourage qu'il n'était pas l'homme merveilleux que tout le monde dépeignait? C'était peut-être une blessure d'ego trop forte. Quand on regarde les vidéos du procès, en plus d'être dans le déni, Tony paraît totalement détaché. À chaque fois qu'il parle de son épouse et de ses enfants, on dirait qu'il fait semblant de pleurer, d'être triste. C'est comme s'il était en pleine représentation. Bon, après ça reste purement subjectif. Toujours est-il qu'en avril 2022, il fait appel et en avril 2023, sa peine est confirmée. Chapitre clos. Et petite info, en juillet 2024, Tony a intenté un procès aux autorités pour la divulgation de sa lettre. Vous savez, celle qu'il avait écrite à son père, dans laquelle il accuse Megan d'avoir tué les enfants, d'être une mauvaise épouse, etc. Il réclame 10 millions de dollars aux contribuables, puisqu'il estime que les autorités sont responsables de la fuite de sa lettre aux médias. Bon, j'ai pas trouvé la suite de cette plainte, mais je pense, sans trop m'avancer, que les autorités ne vont jamais, au grand jamais, lui reverser 10 millions de dollars. Pour faire quoi en plus? D'autant que, si on pousse la réflexion, il avait écrit cette lettre dans le but qu'elle soit dévoilée à la presse pour appuyer sa défense. Donc quoi, son plan n'a pas marché et maintenant il espère devenir millionnaire. Sacré Tony. Voilà tout pour cette histoire les gars, j'espère qu'elle vous aura intéressé à défaut de vous avoir plu. Bon, ça fait un moment que je voulais vous la présenter, mais j'avais tellement d'autres affaires en cours et j'espère que vous êtes parvenus à vous faire une opinion, même si c'est quand même assez clair là, je pense. Bon, Tony continue de nier, mais voilà. Est-ce que Megan aurait été capable de tuer ses enfants pour une histoire d'apocalypse? Oui, tout est possible, on l'a vu dans cette affaire. L'affaire Lori Vallow, il était là aussi question d'apocalypse, mais dans le cas de Tony, il n'a fait que mentir du début à la fin, et toutes les preuves démontrent que Megan n'a rien à voir avec les meurtres. Et je trouve ça
tellement triste pour elle. Être accusée du meurtre de leurs enfants par l'homme qu'elle aimait visiblement, je trouve que c'est profondément cruel, hein, comme dans l'affaire Chris Watts d'ailleurs. Et moi je pense, à titre perso, qu'il nous a fait une Jean-Claude Roman. Après, écoutez, hein, s'il va emporter son secret dans sa tombe, grand bien lui fasse, mais en tout cas ça ressemble beaucoup à ça. J'ai hâte de voir vos avis dans l'espace commentaire. Et puis ma foi, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. I miss you guys tremendously. I miss Megan and the kids. I can't believe she did this. Love is blind sometimes, and when things happen that you're not expecting. I had nothing to hide, so just know that I'll protect Megan's dignity at the very end.